Yo les moelleux, c'est Renaud Le Maire. Salut à tout le Neketsu Show. On va se faire un petit dessin et puis c'est parti. Renaud, bonjour. Salut. Enchanté de t'avoir du coup pour le Neketsu Show. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Il y a plein de fans en plus dans notre communauté, donc, dont moi, la première. Ok. Je suis vraiment, vraiment contente de t'avoir. Pour les 2-3 newbies qui ne connaissent pas Renaud, est-ce que tu peux un peu te présenter ce que tu fais? Ouais, j'ai un petit mec du sud qui vit en maillot et en claquette et j'ai vu de la lumière. Je suis rentré là et puis ça a l'air sympa. Donc non, je suis l'auteur de Dreamland, une petite série qui est publiée depuis 2006, donc on arrive aux 16 ans, avec 21 tomes, et donc l'auteur de Dreamland, un petit manga français. Pas très connu. Voilà, c'est pas. C'est juste que moi, quand je me présente, je vais pas dire, tu sais, je suis la rosta. T'es voilà. modeste. Non, c'est que ouais, il y a un très très bon Wikipédia. Pour les gens qui connaissent pas Dreamland, tapez Dreamland sur Wikipédia, les mecs qui l'ont géré. Il y a du spoil, il faut faire expliquent mieux. attention. Ah oui, Ouais, il y a du spoil des fois, il faut faire gaffe. Du coup, tu dis que t'es pas une star, mais t'es quand même un peu le Gold Roger du manga français aujourd'hui. Quand même un petit peu, t'as inspiré plein d'artistes français, il y a de plus en plus de mangaka français aujourd'hui. Est-ce que c'est pas un peu une pression, ce statut un peu du roi des pirates de manga français, un peu? Je vois ce que tu veux dire parce que c'est vrai que je le vois, c'est des private jokes entre auteurs et tout. Non, c'est pas une pression parce que justement, j'ai pas fait ça pour ça, ça m'est tombé dessus. Tu vois, c'est pas moi qui ai eu le premier l'idée de faire du manga en France, c'est juste que les aliments des planètes, et c'est toujours ça, quand tu as du succès, le facteur chance, il est dans l'équation, et c'est tombé sur moi. Mais c'est pour ça, je sais que je suis pas celui qui a eu l'idée, c'est les Tony, les Elsa, les Guillaume Lapierre qui sont de ma génération. À 15 ans, on voulait tous faire du manga. C'est que le premier signé, c'est tombé sur moi, c'est cool. En fait, quand tu sais que non, tu es précurseur de rien, toi tu avances, tu fais ta série, et c'est les autres qui te mettent cette étiquette légitime ou pas. Et ça m'amuse quand je l'entends, quand tu me dis ça, c'est cool parce que moi, fan de One Piece, je dis ouais, Goldie Roger, ça va. Mais honnêtement, quand je suis chez moi tout seul dans ma campagne, avec mes enfants à dessiner, je décide. Mais comment tu gères justement ça, le fait de pas prendre la grosse tête alors que quand même t'es pas n'importe qui? Je pense que je fais ce que je fais là mes journées. C'est ce que je faisais depuis que j'ai 7 ans, je fais la même chose. J'ai la même façon de travailler. Même avec mon éditeur, je suis arrivé à lui montrer comment je travaille, que moi il me fallait une liberté de fou. Et donc en fait, c'est une chance énorme que j'ai cette relation avec Pika parce qu'en fait, je suis vraiment le même Thio qui dessine dans sa chambre à 9 ans. C'est le même. Et je pense que c'est très important d'arriver, et c'est très dur d'arriver à préserver l'enfant qu'on est. Surtout quand on fait du manga, on est des grands enfants les auteurs, hein. On évolue dans un monde où t'as pas envie de grandir, c'est trop bien, tu vois. Si moi mon taf c'est regarder des animés, lire des mangas, tout le monde signe, tu vois, pour ce genre de Moi la première. Voilà. Clairement. Et il faut arriver à préserver ce ptio et pas se prendre des pressions, tu vois, justement, du quotidien. Notre société, elle est stressante. Et donc, c'est vrai que moi, souvent, ma relation avec mon éditeur, c'est pendant que je réalise, on se parle pas, j'exagère, mais quand je dis, tu vois, je réponds pas au téléphone ou quoi, c'est pendant 6-7 mois de réalisation, il faut que ce soit moi et moi, tu vois. Et après, quand il faut parler planning, sortie, là, le côté pro te rattrape et c'est normal. Et là, tu parles. Mais tu vois, la réalisation, je la garde vraiment, j'essaie de préserver le petit que j'étais et c'est peut-être ça qui fait que, en fait, comme je fais les choses depuis tout petit, c'est vrai que il y a des lecteurs, mais tu sais, quand tu es chez toi, tu n'as pas l'impression, tu sais pas qu'il y a 10 000 personnes, 15 000 ou je sais pas. T'es dans ta bulle. Voilà, Chez par toi. contre, c'est Japan. Tout le temps, je fais l'étonner, on pourrait se dire non, mais ça va, mais en fait, si, c'est quand tu fais des festoches comme ça, que là, tu vois l'impact, tu fais, mais tous ces gens-là, ils font 3 heures de queue pour un gribouillis de moi, c'est là que tu fais, ah ouais, ok. Puis en fait, tu pourrais prendre la grosse aide, mais en fait, tu dis, mais non, parce que les gens, eh ben, il faut être juste souriant et être à fond, parce qu'ils font la queue pendant 3 heures, c'est eux les plus méritants. Nous, on est assis, et tu as pendant 3 heures des gens qui viennent et qui te disent on te kiffe. Donc j'ai fait, tu sais, c'est ce que tu fais, c'est plus dur de rester debout 3 heures. Donc la moindre des choses, c'est que ce soit moi qui soit à ton service. Et donc voilà. J'aime beaucoup cette façon de penser. Merci. D'ailleurs, on parle de manga français, mais aujourd'hui, on parle plutôt de global manga. Et tu déclarais en interview, j'espère que ce courant ne se développera pas trop vite, car j'ai peur qu'il se transforme en une sorte d'effet de mode. Il ne faut pas que les jeunes dessinateurs souhaitent réaliser un manga histoire de faire du manga. Tout projet doit être réfléchi et de qualité.
Est-ce qu'aujourd'hui, tu es toujours sur la même position, encore aujourd'hui, alors qu'il y a beaucoup l'essence des webtoons, des créations originales françaises qui sont de plus en plus présentes chez les éditeurs aujourd'hui? Ben, ouais, en fait, je garde toujours la même ligne de conduite. Dans ce que je voulais dire, c'était ne fais pas du manga pour faire du manga parce que c'est la mode. Fais ton histoire. Si tu n'as lu que du manga, si ton ADN, parce que ta lecture c'est 100% manga, ben tes histoires, tu vas les découper en manga. Donc tu es légitime, tu vois. Mais c'était plus, puisqu'à l'époque, il y avait beaucoup d'auteurs qui se disaient, tiens, le manga est en train de plaire aux jeunes et tout, ben je vais faire du manga. Parce que souvent on croyait que c'était ça, que je m'étais mis au manga parce que ça allait se vendre. Alors tu dis, ben non, un Français qui fait du manga, il va pas vers la gloire, au contraire, il va se prendre, voilà, il va se prendre les fans hardcore du Japon et en fait, c'est pas parce qu'en France tu choisis de faire du manga, c'était pour dire ça. Ne croyez pas qu'on va en vendre beaucoup parce qu'on fait du manga et qu'on est français, au contraire, c'est l'inverse. Le manga français, c'est une niche en tant que lecteur. On doit convaincre les gens qui sont fans des One Piece et des My Hero, donc c'est très très dur. Et donc c'est pour ça, je continue à dire qu'il faut le faire, il faut être armé. Mais par contre, ce qui est cool, c'est que maintenant, en 15 ans, alors, tu vois tous les éditeurs qui s'y mettent. Moi, j'ai dit, c'est ce que je disais, tu vois, avec les auteurs que j'ai cités tout à l'heure, on est la génération, avant quelques années, je disais, on a 30-35 ans, maintenant on s'approche de la quarantaine, donc on est la génération Club d'eau, c'est ce qu'on dit tous en interview, nous, les Tony, tout ça. Et on est un peu les hybrides, tu vois, les gars qui ont quand même grandi avec de la franco-belge et tout. Et là, quand tu vois les Senshiro, les Yad, les Giro, donc cette nouvelle génération, eux, c'est des mecs qui ont été abreuvés au manga. Et là, c'est cool, on voit arriver des auteurs vachement près dès leur tome 1. Et ça, je suis cool de cette évolution. C'est ce que j'avais dit, nous, on était les tests, les éprouvettes. Et je pense que les mecs qui auront digéré les codes à fond vont arriver. Et là, on vit, ça y est, ils sont publiés et tout. Donc je pense que niveau éditorial, niveau talent, on n'a pas de souci à se faire sur la créa manga. Maintenant, il faut que le public adhère. Et pour être là depuis 15 ans, c'est pas un truc qui a émergé de ouf. Le public de manga reste une niche, tu vois. C'est vraiment les lecteurs de manga français. Si tu as 3000, 5000 lecteurs, c'est la moyenne haute des ventes de tous les mangas français, c'est le grand max. Et quand tu vois le nombre qu'il y a de gens à Japan Expo et quand tu vois les chiffres que font les One Piece, les My Hero, tu te dis ben, c'est une niche comparé à ça, tu vois. Et les seuls titres qui sont sortis de ces 10 000 lecteurs et tout, c'est Radiant, c'est Last Man, c'est Dreamland. Et ces trois séries sont allées séduire un autre public que cette niche. Tu vois, moi, Dreamland, j'ai beaucoup de succès parce que je suis là depuis 15 ans, et que je fais beaucoup de festoches, ma personnalité a convaincu, donc moi je suis allé chercher chaque lecteur. Et d'année en année, je gagnais plein de nouveaux lecteurs. Tony, bon après ça reste que mon analyse, tu vois, avec Radiant qui a été exposé, c'est l'international, c'est la star mondiale, donc ça l'a légitimé auprès d'un public qui ne lit pas du manga français. Et Last Man, avec tout le background de Vives, de Balak et tout, ils ont pu aussi séduire un public hors manga, tu vois, un peu franco-belge. Donc ces trois titres qui sortent des 10 000 ventes sont allés puiser d'une façon différente à notre lectorat. Et donc c'est vrai que le manga français de base, d'un jeune auteur qui va commencer avec un bon éditeur, il a vraiment tout à faire, c'est très tendu. Est-ce que tu trouves pas justement que tu parles du fait que vous êtes que un peu, pour rester dans le jargon One Piece, 3 empereurs un peu du manga français, et Yonko, voilà. Est-ce que tu trouves pas qu'aujourd'hui justement le marché du manga il commence à être saturé, il y a de nouvelles maisons d'édition qui se créent, aussi bien du côté des œuvres asiatiques, on en a de plus en plus, en passant par le Japon, j'ai dit tout à l'heure les webtoons avec la Corée qui arrive en force, de nouvelles maisons d'édition qui tournent autour du webtoon, et le manga français aussi, et on parle aussi des créations japonaises mais qui sont exclusives à la France, donc il y a vraiment énormément de mangas. Est-ce que tu trouves pas que ça aussi ça peut gêner à faire une place au milieu de tous ces géants à côté de vous? Ah, c'est sûr, ça gêne dans tous les cas l'économie globale du manga, hors manga français. Et nous, en fait, c'est les dommages collatéraux, comme on est à la chaîne, à la fin de la chaîne, évidemment, mais ça fait déjà des années qu'on dit qu'il y a une saturation de titres. Les éditeurs sortent beaucoup de titres par mois, tu vois, et donc en fait, forcément, les gens ne peuvent pas tout acheter. Donc il y a une sélection. La sélection se fait souvent par les titres les plus exposés, et les titres les plus exposés sont toujours ceux qui vendent le plus. Donc c'est toujours pareil. C'est le schéma économique de beaucoup de milieux, que ce soit la ZIC ou le Cinoche. Tu as 15 blockbusters qui trustent tout le marché et après les autres prennent des miettes. Et donc l'intérêt pour ceux et pour nous, c'est de voir quelle est la grosseur de la miette, quoi. Et c'est vrai que c'est dur d'exister dans le milieu du manga parce que
Le Japon, l'exposition qu'il y a, tu vois, il y a déjà des tomes d'avance, les mangaka japonais avec leur structure éditoriale, les assistants envoient du tome, il y a les animés qui font, donc en fait, quand une série Jap arrive, la France le connaît, parce qu'il va y avoir tout ça comme toi, quand tu es jeune auteur, ben déjà l'éditeur il te paie, et il te paie que le tome 1 ou le 2 pour savoir si ça va continuer, et donc ouais, on va essayer de faire des affiches dans des grands festoches, et encore c'est pas tous, tu vois, mais t'as pas d'animé, t'as rien, et tu le vois de toute façon. Les mangas qui explosent, c'est dès que l'animé est annoncé. Okay. Donc c'est cette surexposition qui fait que les titres qui ont les animés explosent, et en manga, en manga français, tu vois, c'est les 3 titres que je te dis, hein, c'est ta Radiant avec l'animé japonais, Last Man qui depuis 3-4 ans, la saison 1, saison 2 en animé, et Dreamland qui arrive. Donc oui, moi je souhaiterais que tu vois, tu parles des 3 empereurs, mon rêve c'est qu'on soit pas que 3, qu'on soit 10 blockbusters manga français. Évidemment que c'est utopique de dire, allez, il y a 200 séries, les 200 séries sont carton. C'est comme tu l'as dit, ça se passe pas comme ça déjà avec les titres japonais. Donc c'est sûr qu'en manga français, il y aura évidemment pas tout le monde qui va exploser, mais ça serait bien qu'on sorte de ce trio, quoi. Justement, tu regrettes pas un peu ce manque de curiosité de la part des lecteurs, parce que tu parles du cinéma, de la musique, et c'est un peu comme ça partout, on fait les trucs qui fonctionnent, qui vont dans les bons positionnements pour que les gens apprécient, et c'est quand même un peu dommage aujourd'hui dans la culture que les gens n'essayent pas de se tromper. On peut acheter un tome et on se rend compte que c'est pas faux au final, mais on a au moins tenté l'expérience, on a découvert un nouveau truc. Est-ce que tu n'aimerais pas justement que les gens puissent avoir cette curiosité, que ce soit poussé un peu plus, notamment pour découvrir toi, et surtout les autres derrière qui ont besoin grandement de visibilité? C'est sûr que dans un monde idyllique, t'aimerais, tu vois, que tout le monde ait de la patience, soit pacifique, tu vois, qu'il n'y ait pas de guerre et tout. Mais en fait, je comprends. Moi, je suis pas curieux de base. Je vais pas reprocher à des gens de pas aller vers un truc qu'ils connaissent pas, tu vois. Donc non, tu vois, je cherche pas à faire. Moi, j'évite les généralités et j'essaie d'être sincère et de faire ce que je peux. Et si ça touche des gens, je me dis que ces gens après essaieront de porter le message, et c'est ce qui se passe avec Dreamland, tu vois. J'ai un succès, vraiment c'est un diesel Dreamland, chaque lecteur est mon commercial. Tous les gens qui découvrent Dreamland, c'est par le bouche-oreille, c'est par un pote. Donc ouais, là ça serait un sujet philosophique, mais en fait je me dis, les gens, la société est comme ça, on peut pas exiger de gens d'être tu vois, d'être curieux ou de faire ci. Ça se passe quand même bien pour certains. Tu vois, moi je vois il y a beaucoup de bienveillance aussi. Même si je te parle d'une niche pour le manga français, ces lecteurs niche, c'est des fous, l'investissement qu'ils mettent et tout. Et donc ça reste des humains. Je me dis, oui, il y a d'autres humains qui sont comme ça. Donc non, je suis pas à faire un bilan ou à attendre quelque chose. C'est ce que je disais, tu vois, par rapport tout à l'heure où tu disais les jeunes, c'est faites les choses avec cœur, donnez tout ce que vous pouvez faire. Et puis après, comme on dit, il y a la chance, il y a tellement de facteurs inconnus pour qu'il y ait le succès. S'il n'y a pas le succès, au moins vous n'aurez rien à regretter, tu vois. Tu sais que tu as tout donné. Bon, next, ça n'a pas marché. Au moins tu peux plus facilement rebondir quand tu sais que tu y as mis du cœur, et ça ne marche pas, c'est pas grave. La vie est longue, c'est le but de refaire des projets, mais continue. Voilà. Et justement, tu disais, parce que je lis plein de tes interviews, je suis une fangirl, tu disais justement encore une interview que tu trouvais que tes premières planches étaient bourrées d'erreurs, ce qui est normal au début, mais que tu n'avais rien à changer et que tu les assumais. Et aujourd'hui, tu les retravailles pour sortir un nouveau tome, en dehors de l'aspect mercantile qui forcément est présent et c'est totalement normal. Qu'est-ce qui te pousse aussi à les retravailler, à vouloir les ressortir? C'est un challenge que tu te lances aussi? Ouais, alors c'est particulier. Moi, je fixe rien, j'ai pas de plan, pas de plan marketing, pas de plan mercantile et tout. Je fais les trucs avec envie, et c'est ce qui fait que des fois mon éditeur, quand je lui annonce un truc, ils se disent mais qu'est-ce qu'il va faire? L'artbook, c'est pareil et tout. Et en fait, c'est né de ça. Donc, ce que tu cites, ça doit être une interview qui est bien vieille, tu vois, parce que après c'est ça qui est ouf, c'est que moi, ça fait 15 ans que je parle. Et donc j'ai dit des conneries et j'en dirai encore. Et puis voilà, donc ce que je dis, je le pense à l'instant T. Voilà, puisque je suis franc, je suis sans filtre, mais évidemment, comme je ne suis pas devin, je ne sais pas ce qui est fait l'avenir, et tu pourras facilement me dire, mais t'avais dit ça là et t'as changé d'avis. Je fais oui, je suis juste un humain, tu vois. Et donc en fait, c'est quand j'ai réalisé l'artbook, comme je voulais qu'il soit accessible à des gens qui ne connaissent pas Dreamland, j'ai dû pour la première fois lire tous mes tomes, les tomes 1, du tome 1 au tome 19, tu vois. Et un auteur, normalement, en général, on ne lit pas ce qu'on fait, on le vit. Et next, parce que justement, en tant qu'artiste,
tu as envie de refaire tout le temps ta première planche et ça sert à rien. Donc moi, j'avais jamais lu Dreamland, je le connais, c'est moi qui suis l'auteur. Mais sauf que là, pour l'artbook, tu sais, comme il fallait faire les fiches personnages, il fallait faire le truc bien carré, je me suis mis pour la première fois en mode lecteur. Et d'avoir lu avec ce prisme-là, du 1 au 19, j'ai compris les qualités que souvent les lecteurs me disaient, ah, on adore, top 3 tu vois, dans mon classement, tu dis, ouais, je l'entends, mais je le prends pas parce que je sais que ce que je fais, moi j'aime bien, mais ça va, je sais qu'il y a 15 000 autres séries meilleures, donc tu prends les éloges avec recul. Puis de le lire d'un coup, tu fais, ah oui, je voyais où était ma force. Je fais, ah ouais, ça tu le racontes pas comme les autres. Donc je comprends pourquoi un gars m'avait dit, ah, franchement, je lis Dreamland, il n'y a pas un manga comme ça et tout. Donc j'ai vu les qualités, mais j'ai aussi vu les défauts. Et je fais, ah ouais, il y a des trucs, ça pique les yeux. Et donc tu vois, voilà, on parle de 2019. C'était après, pendant le artbook, et j'ai fait, c'était viscéral, c'était au fond de moi. J'ai fait, non, je peux plus voir mon tome 1. Donc, imaginons, bon là c'est pas du spoil, mais tu vois, là je t'explique comment on est dans ma tête. Hein, donc, imaginons Dreamland s'arrêterait au tome 24-25. J'aurais pas refait les tomes parce que je me serais dit, tu vois, là j'étais au 20 à l'époque où j'ai décidé de faire le remaster. Je m'étais dit, dans 5 tomes, la série est finie. Tu vas refaire une série dans 5-6 ans, il y aura un tome 1 très joli, et au moins tu pourras voir Dreamland avec nostalgie. Au contraire, tu touches pas, tu te dis, t'as vu Dreamland, c'est ta première série, regarde ce tome 1, c'était en 2006. Et comme Dreamland n'est pas prêt d'être fini, je ne vais pas m'arrêter au 25, ce tome 1, je vais le voir encore pendant 5-10 ans. Tu vois. Et là, c'est là que tu dis, je ne peux plus le voir. Là, déjà aujourd'hui, ça y est, tu vois, c'est physique. Et tu dis, ben, dans 5-6 ans, quand tu seras sur le 28 et tout, en dédicace, on va venir. Donc il y a aussi cette démarche. Si la série devait se finir il n'y a pas si longtemps, j'aurais assumé en disant première série, nostalgie, next, la prochaine série, elle a mon niveau, elle sera publiée partout, voilà, l'ego il est satisfait. Mais comme je suis encore sur Dreamland pour plein d'années, je me suis dit non, il faut faire. Puis après, il faut aussi constater que moi, du 1 au 20, je me suis transformé. C'est plus le même gars qui dessine en termes de style aussi. Donc il y a aussi ça qui fait que mon évolution fait que moi, mon œil, je ne pouvais plus voir. Donc je suis parti de cette démarche. Donc je l'ai dit à Pika. Ils ont fait OK, parce qu'ils ont fait ah ouais. C'était pas prêt. Mais non, je fais bon les gars, je refais mes tomes. Et ils m'ont suivi. Donc non, il n'y a vraiment aucune démarche mercantile justement. Et c'était pour ça que par contre j'ai pensé au lecteur qui me suit et qui s'en fout que je refasse mon tome 1, il veut le 21. C'est pour ça que tu vois le 1 et le 21 sortent en même temps. J'avais dit à Pika, bon ben je suis sur le remaster, donc ça fait 2 ans que je le fais, que tout est déjà prêt. Mais par contre on le sort en même temps que le nouveau tome, parce que si le tome 1 qui est prêt depuis quelques mois était sorti là, la nouvelle excuse ça serait ça, les gens qui attendent le 21 ils auraient dit il est gentil Renaud, il refait ses tomes, nous on veut la suite. Donc j'ai aussi pensé au lecteur qui s'en fout complet, qui m'a fait confiance il y a quelques années, il faut lui donner ce qu'il veut, le tome 21. Donc c'est pour ça que tu as le 21 et le 1 qui sortent en même temps, comme ça tout le monde est content. Le lecteur qui veut la suite, il aura sa petite dose, et les gens qui vont découvrir Dreamland, c'est nickel. Et Alignement des planètes, l'annonce de l'animé est arrivée en même temps. Parce que ça vraiment, tu vois, l'animé ça fait 1 an et demi qu'on bosse dessus, mais le remaster, moi ça fait 2 ans et demi, tu vois. Donc en fait, les gens croient que il fait le remaster pour l'animé et tout, et en fait non. Mais tout est arrivé. C'est comme je te dis, tu as vu la chance, et ben, comment tu peux programmer tous ces trucs qui sont improgrammables, qu'à une semaine près, les annonces elles arrivent. Donc je te dis, Dreamland, c'est une spirale super positive, le succès, il faut pas, c'est pas parce qu'on dit que la chance est dans l'équation que ça enlève ton mérite du travail, tu vois, sur le taf. Donc voilà, ça fait qu'il y a de grosses annonces depuis pas longtemps, mais c'était pas fait exprès. Ça régale, hein. Moi je suis clairement contente et je pense que beaucoup de gens sont contents aussi. Ouais, ça c'est ce qui m'a étonné, c'est que les gens sont contents pour moi. Ça c'est un truc de fou. Bon, ben, que les gens soient contents, il y a l'animé. En fait, le premier truc que les fans viennent me dire, on est content pour toi. Et je me dis, dans ce monde en 2022, où c'est anxiogène quand tu vois les infos, tu dis les gens, ils sont contents pour toi. Ils s'en foutent de la qualité. On est content pour toi. Tu dis, c'est gentil, mais faut être content pour toi. Non, c'est franchement, c'est que du bonheur, c'est beaucoup d'amour. Hein. Depuis 1 mois, j'hallucine. Sur les réseaux sociaux aussi, où il y a quand même cette norme de toxicité un peu sur Twitter et tout, mais non, il n'y a eu que de la bienveillance. C'est fou. Ça fait plaisir. Ouais, voilà. Il faut le dire, hein, tu vois. C'est bien, il y a des choses, l'humain a beaucoup de choses quand même, c'est ouf ce qui se passe, et de tous les âges, tu vois. Donc c'est pas en mode, vu qu'on a les jeunes d'aujourd'hui, non, t'as des petits de 13, 14 ans, 15 ans, 16, 17 ans, ils sont à fond, ils te partagent un truc, c'est génial. Je
Je vais avoir la larme. Désolé. Et justement, tu es quand même l'auteur, mais tu n'es pas seul derrière Dreamland. Tu as eu des assistants. On a encore des assistants. Toujours eu des Tu as eu assistants. Romain Lemaire, du coup, qui est sur la Japan aussi. Il doit être aux toilettes là. Voilà, mais oui. qui est sans doute aux toilettes. Oh non. C'est un Il est- humain, il a besoin de Il est faire sur ses le besoins. stand de copie qui dessine. Là. Voilà, il Voilà. fait la dédicace. Peut-être qu'il est sur le trône en train de dessiner, on sait pas. Mais du coup, ils sont pas là. Donc entre nous, tu peux le dire. Est-ce que tu es un tyran avec tes assistants ou tu es plutôt cool? Dis-nous la vérité. Alors, il y a eu des interviews hier, ils disaient que j'étais cool, et limite d'être trop cool, c'est chaud, parce que quand tu leur dis, mais fais ce que tu veux, lâche-toi ce décor-là. Donc non, j'essaie pas tyran, je suis perfectionniste, je suis devenu perfectionniste, mais après j'ai conscience que c'est que, parce que là les assistants font les décors, s'ils les font c'est parce que moi j'aime pas les faire, c'est chiant. Et donc quand tu confies une tâche que toi tu veux pas faire et qui est chiante à quelqu'un d'autre, la moindre des choses c'est de savoir qu'il va se taper un truc relou, donc faut au contraire les mettre bien et les préserver et leur donner limite de quoi s'épanouir. Donc souvent je leur dis mais là lâche-toi, c'est bon, il y a ce royaume. Donc il y a des fois où il faut être un peu dirigiste avec, en disant ce royaume-là, tu vois, il y a des fans, donc ça a été, le royaume il était là dans le tome 8, donc il faut évidemment respecter le level design. Mais aussi, dans chaque tome, il faut qu'il y ait aussi une scène où je me dis, ce royaume, je ne l'ai pas défini, l'important c'est ce que vont dire les persos et ce que vont faire les persos. Et donc laisse à tes assistants, tu as envie de te faire un délire sur un truc, tu vois. Par exemple, Géo, il est sur un jeu vidéo, Minecraft, machin, il a envie de faire un royaume cubique. Le royaume sert juste de décor, c'est comme je t'ai dit l'important c'est ça, tu fais vas-y lâche-toi. Donc ouais, j'essaie de toujours penser un peu humainement en disant c'est pas des mains qui sont à tes ordres, c'est des cerveaux qui doivent avoir l'inspi, qui doivent avoir le plaisir de faire les choses, parce que quand tu fais les choses avec plaisir, tu obtiens le meilleur des gens. Et donc voilà, il faut arriver à ce savant mélange entre leur laisser de la liberté, imposer des trucs, parce que évidemment on est quand même dans une série où il y a 20 tomes et tout ne peut pas partir dans tous les sens. Il y a des fans qui veillent au grain de dire que tout soit cohérent. Donc ouais, j'ai toujours travaillé comme ça, que ce soit avec Romain Salim du tome 1 au tome 15, et maintenant avec PE et Géo du tome 20 au 21, c'est toujours 2 assistants, parce que si tu n'en as qu'un, il se prend la masse de travail et humainement c'est chaud, se taper tous les décors de tous les tomes. Moi évidemment ça m'enlève la charge relou, mais le gars lui il va tout se taper, donc il fallait qu'au minimum 2 pour qu'il y ait moitié de tomes pour que tu vois ça soit physiquement possible. Donc je pense que c'est pas être cool, c'est juste j'essaie d'être juste tout le temps, même dans ma vie avec mes enfants et tout, j'essaie de voir qu'est-ce qu'il faut faire avec en étant juste, tu vois. Ok, et du coup, pour un manga, souvent les gens s'arrêtent à l'aspect esthétique, mais c'est pas que ça. C'est dans une BD, le découpage il est hyper important. C'est ce qui permet de raconter l'histoire, la narration visuelle, etc. Et dans ton style, c'est assez incroyable parce que ça mélange plein de choses. Ça mélange la BD belge, le manga bien évidemment. Il y a même des fois, quand je lis, j'ai l'impression de voir un film. Il y a un aspect très cinématographique aussi. Comment tu arrives à mélanger toutes tes inspirations, tous ces genres différents et proposer quand même quelque chose qui est cohérent au final? Parce que je pense pas à faire un truc exceptionnel, on le fait tous. C'est juste comme tu dis, ce savant mélange de styles, ma petite recette, fait un design qui plaît, tu vois, qui est assez, qui plaît au plus grand nombre. Mais en fait, tout artiste se fabrique son langage, tu vois. Et le langage, donc ce qu'on appelle le style, le langage graphique, on se le construit en créant son alphabet. Et nous, l'alphabet, qu'est-ce que ça veut dire quand tu es auteur? C'est quand tu vas puiser. Tu vois, moi je lisais Dragon Ball, j'adore comment on fait les petites ombres de Toriyama sous les yeux. Mais toi, tu vas le prendre, tu vas te l'approprier. J'adore comment comment Oda fait les ombres sous le cou. Tu vois, les petits traits. Tu prends des films, de tout ce que tu as dit. Tu fais ton alphabet. Et comme c'est avec ta sensibilité, c'est toi qui tiens un stylo. C'est pas ces mecs, tu les recopies pas, tu les décalques pas. Et ben ça crée ton langage, ton style. Et donc mon style, tant mieux si tu dis qui plaît, qui séduit. Et c'est ce que je vois avec les lecteurs. Mais voilà, c'est vraiment, on fait tous comme ça. Hein. On se nourrit des autres, on se l'approprie. Et on en fait un truc unique, parce qu'on est tous uniques. Quand je vois un jeune qui me dit comment avoir un style, le style c'est un mot, c'est dans le regard des autres. C'est les autres qui te disent t'as un style. Moi c'est les autres qui disent c'est du Renaud Lemaire. Moi j'ai pas l'impression de faire du Renaud Lemaire, je fais du moi, tu vois. Et un Thio qui a 5 ans a son style, on a notre sensibilité. Tous là, on prend le même dessin, on le recopie. On va pas faire la même chose parce que tu vas tenir le stylo différemment, tu vas avoir un geste différent, ton œil va percevoir des trucs différemment. Donc il faut pas se prendre la tête sur chercher à avoir un style. On est des humains uniques, voilà, c'est comme ça.
qu'il y ait des groupes, des affinités, voilà. Mais il faut faire les choses, et donc moi maintenant avec l'expérience, ça fait 15 ans que je puise et tout, et l'exposition, parce qu'il faut aussi, comme on disait, Dreamland est exposé aussi, tu vois. Et donc forcément, mon style touche des gens parce qu'on le voit. Mais je fais rien d'exceptionnel, on fait tout ça. Non, ne dis pas ça, s'il te plaît. S'il te plaît. Mais il est modeste. Non. Bah justement, l'artbook qui est sorti du coup, qui est un bijou, vraiment si vous l'avez pas, je sais pas ce que vous attendez, c'est un beau bébé en plus, Oui, tu t'es pas foutu de nous en le sortant. Est-ce que c'est pas un peu l'accomplissement ultime pour un dessinateur? Alors, pour un dessinateur, je sais pas, pour moi, c'était vraiment un objectif plus que par exemple l'animé ou quoi. Mais ça, c'est tout, c'est les feelings. Moi, je suis un fan d'artbook, de l'objet. Et donc, même avant d'avoir fait Dreamland, je m'étais toujours dit, le jour où j'aurai une série, je ferai un artbook. Donc, je savais que je ferais un artbook de ma série. Il se trouve que si Dreamland a été signé, j'avais toujours eu en tête, on fera l'artbook de Dreamland, on fera l'artbook de Dreamland. Et comme je voulais faire les choses bien, que j'avais vraiment des ambitions énormes, puisque tu l'as vu, c'est un gros pavé et tout, il fallait que je trouve le moment, parce que ça m'a pris autant de temps qu'un tome, tu vois. Et donc, tu peux pas arriver au tome 16 où tu as le cliffhanger et dire, au fait, les gars, pour mon délire personnel, je veux faire l'artbook, ça va me prendre un an et vous aurez le tome 17 après, tu vois. Ah bah regarde, c'est magnifique. Attention d'une main, 2,4 kg. Voilà, c'est des haltères. Si tu Pose veux le le montrer, là. Bon. c'est vraiment... c'est un truc de fou. Oui. C'est une belle bête. Ouais, j'avoue. Donc du coup, c'était, tu vois, ce gros truc, il fallait que ça arrive quand il y a un cycle qui se termine. Donc au tome 19, ma première partie de Dreamland se finit, je laisse pas le lecteur sur le cliffhanger, et je me dis, si tu le fais pas maintenant, l'artbook, et que tu fais le 20, tu vas devoir attendre la fin de la seconde partie. Tu vois, donc c'était maintenant que je me suis dit, vas-y, on fait l'artbook. Et donc après, voilà, comme j'ai beaucoup d'artbooks à la maison, je voulais beaucoup de pages, je voulais de l'inédit, avec Pika m'a suivi surtout. Je voulais, comme d'hab, je pense, c'est souvent moi qui définis les prix avec Pika. Tu vois, quand tu as le tome 10, le tome 15 qui fait 350 pages, avec 36 pages couleur, j'avais dit il faut qu'il soit à moins de 10 euros. Donc ça, tu le dis à ton éditeur 8 mois en avance pour qu'il fasse des devis. Mais je pense toujours, moi je suis lecteur comme vous, j'ai les 7 euros dans la poche, on n'en a pas 15. Et tu dis, parce que moi je pars en délire, parce que j'ai envie de faire beaucoup de pages, j'ai pas à prendre en otage le ptio qui d'habitude t'achète Dreamland à 7 euros, et parce que le 15 il vaudrait 12 euros pour le taf que j'ai fait et pour l'édition que Pika a fait, ça vaudrait 12 euros. Et tu dis non, c'est mon délire à moi. Donc je demande à Pika de faire un effort, et à chaque fois ils arrivent, et tu vois le tome 15 qui faisait 350 pages, il était à 8,95. Quand ils m'ont dit on peut arriver à la barre des 9 euros, j'ai dit génial. C'était pareil pour l'artbook, je fais beaucoup de pages, mais il faut qu'il soit à moins de 40 euros, parce que il a que le mot de artbook, tu vois, parce que art ça veut souvent dire, les artbooks souvent 60 euros, tu vois, surtout des trucs comme ça. Et moi je l'ai fait pour que le ptio de 15 ans il puisse se l'acheter en fait, tu vois. Je voulais pas que ça soit élitiste, il y a une démarche en qualité, c'est du bel objet, mais comme d'hab il faut qu'il soit accessible à tout le monde. Et c'est souvent le premier artbook des jeunes, tu vois, qui disent wow, c'est quoi cette dinguerie, tu fais. Et donc GG à Pika d'avoir pu faire 400 pages couleur avec jaquette, réversible, machin, tous les trucs et tout. Et à 35 euros, tu verras jamais ça, et on le verra pas. Tu vois, ça, c'est même pas genre, tu vois, de la prétention. Je sais tout ce que moi j'ai donné, sur quoi j'ai bradé, sur la façon d'être payé. Je sais sur la marge que Pika a accepté de ne pas se faire. Donc clairement, un bouquin de cette qualité, ça ne se refera pas dans le monde de l'édition. Parce qu'il faut avoir vraiment ce rapport-là. Mon éditeur a compris qui j'étais, que j'étais un lecteur, que je pensais au lecteur. Et c'est ce qui se passe, tu vois, c'est pour ça qu'il y a de la bienveillance, parce que les gens ont compris que Renaud, c'est pas un auteur, c'est juste un mec comme nous, et il pense à nous. Et donc, il y a tout ça qui tourne autour de Dreamland, et je voulais que l'artbook soit aussi représentatif de ça. Donc, on donne tout ce qu'on a, mais on le donne pas cher. Ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. C'est très important. Il y a une question que j'avais très envie de te la poser. Du coup, allons-y, mettons les pieds dans le plat. On voit clairement dans le manga, tu n'hésites pas à aborder certains thèmes, certains aspects, et montrer des scènes qui peuvent être peut-être compliquées à montrer pour un jeune public, notamment la scène de la fameuse nuit entre Thérèse et Lydia, leur première fois, et qui est hyper importante quand même pour leur évolution respective en tant que personnage, et pour la narration dans l'histoire et leur relation. Est-ce que tu appréhendais un peu la réaction des lecteurs, ou même ton éditeur, ou tu y allais à la cool sans problème? Pas du tout, parce que tu vois, je suis pas quelqu'un qui veut faire du trash pour du trash. Je suis quelqu'un de normal, qui a vécu les choses les plus normales du monde et qui s'adresse aux gens normaux. Tu vois, Dreamland, c'est un mec normal qui raconte des trucs normaux aux gens.
Et en fait, je savais que tu vas raconter une première fois de deux petits puceaux qui justement, c'est super important. Et au moins, ça permettait de décomplexer ce qui était une première fois. Il faut se détendre. La fille, c'était sa première fois, Terence aussi. Et donc, en fait, quand c'est raconté avec logique, tu vois, moi, c'est la logique, c'est toujours mes personnages. Je trahirai jamais ce qu'est Terence, ce qu'est Lydia, ce qu'est Savane. Donc, je les laisse faire. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de censure. Je ne m'interdis aucun sujet. Mais je cherche pas à mettre un sujet en avant pour dire eh ouais, moi je suis un mec, je parle de tout. Non, c'est les persos, ils font l'histoire. Tu racontes deux lycéens de 17-18 ans qui sont en couple et tout. Eux, ils ont décidé de faire ça et je vais le raconter de la façon la plus normale. Je sais, en plus, c'est ce que souvent on dit est-ce que je cherche à transmettre un message dans Dreamland? Mais même pas du tout. Je cherche même pas à avoir une morale. C'est la morale de mes personnages. Je trouve limite, tu vois, si un perso a une mauvaise morale et qu'il aura le vice, ça sera important de le montrer et de dire. Pourquoi ce mec est devenu un psychopathe? Parce que tu ne nais pas en étant psychopathe. Tu le deviens si tu as eu une enfance chelou et tout. Donc c'est super intéressant aussi de montrer quelqu'un qui a vraiment des torts et qui a une façon de penser où tu dis waouh, c'est chaud. Mais moi, il ne faut pas que ça soit un psychopathe juste pour un psychopathe. Il faut que je me dise, ce gars, pour qu'il pense ça des gens, qu'il a envie de faire du mal, il a dû vivre des choses. Et ça, en tant que raconteur d'histoire, c'est super intéressant. Donc c'est pour ça, tu vois, il n'y a pas de noir-blanc. On est tous gris, on a tous notre vécu. Et on a fait nos choix en conséquence et on est devenu ce qu'on est devenu selon ce qu'on a vécu. Tu vois. Et c'est ça, moi mes persos, c'est des potes, c'est des gens. Et je laisse faire l'histoire. Donc je sais qu'il n'y aura jamais de tabou, jamais de censure. Je l'écrirai de façon, même pas intelligente, parce que l'intelligence ça veut dire présomptueux. J'écrirai à leur façon, mes personnages. Tu te laisses vraiment transporter par... c'est eux qui écrivent l'histoire plutôt que toi en fait. Maintenant oui, je suis le mec qui borde un peu, tu vois. Je suis le mec qui raconte leur délire aux gens. Moi je transmets le message des persos. Voilà. Moi j'ai pas de message à transmettre. Mais mes persos, ils font ce qu'ils ont à faire. Et tu avais publié un one-shot, d'ailleurs, qui n'était pas dans le morning, parce que ça, c'est une rumeur qui tourne. T'as vu, c'est marqué dans le tome 3. Ouais, c'est quand même ouf. C'est une légende urbaine. C'est un matrixage. Les gens, ils ont compris ça. Et c'est devenu... Ouais. Donc, on remet les points sur les i. Ça n'a pas été publié dans le morning, ça s'appelait Saska. Et le défi que tu as eu, c'est que quand tous les autres avaient 6 mois pour le faire, toi, tu avais que 10 jours. Donc, comment tu as fait clairement pour créer un one-shot en un laps de temps aussi court? Je suis quelqu'un de très très rapide. Dans le milieu, je suis un Speedy Gonzalez du dessin. Ma parution n'est pas révélatrice de ma rapidité, parce que je ne suis pas celui qui sort les tomes les plus vite. Après, c'est des gros tomes. Mais en termes de... Tu vois, ça va vite dans la tête. Les storyboards vont très très vite. Tu vois, je cale le storyboard de 200 pages en 4 jours. En 4 jours, le tome il est écrit avec tous les textes et tout. Donc c'est mon truc, je fais ça depuis que j'ai 7 ans. Donc c'est après respirer, dessiner ce que je fais le plus, tu vois. Donc ça peut paraître exceptionnel, mais en fait pour moi c'est naturel. Et donc ouais, je suis quelqu'un qui va vite, qui va à l'énergie, qui suis un impatient, qui suis quelqu'un qui se lasse très vite, donc il faut que ça aille du tac au tac. Et donc Saska, il m'a appelé, je l'ai pris comme un défi, parce que j'ai dit t'abuses. Tu me laisses un mois quand même, tu vois, même un mois. C'est pas... Puis en fait, je l'ai pris en mode, voilà, petit défi, je fais, vas-y, on tente, t'as rien à perdre, si c'est éclaté, c'est éclaté, ça l'a été, mais au moins je me suis dit, en 15 jours, parce que c'était même pas comme si j'avais sorti des tiroirs, un projet, j'ai créé Saska et son univers en 15 jours, et même maintenant, il peut tendre à être développé, tu vois, il y a des gens qui m'ont dit, waouh, mais ce monde-là, ça a l'air ouf et tout. Donc c'est là que je vois que je me prends pas la tête, je laisse faire les persos. Tu vois, le truc que je me suis dit, comme j'étais sur du Dreamland, je venais de finir le tome 3, j'allais attaquer le tome 4, je m'étais dit, tu vas refaire un manga, un petit one-shot, et tu dessines du terrain, c'est tes potes, tu fais, bon déjà, je vais prendre une fille, voilà, parce que mon héros c'est un mec, et qu'est-ce qui va me permettre de m'évader, de faire un truc différent que de mon quotidien, tu vas prendre une fille, puis du coup après voilà, je suis parti dans ce délire, et ça allait très très vite. Et justement, le fait de faire ce one-shot pendant que tu faisais Dreamland à côté, ça t'a permis de souffler un peu, de sortir du carcan de Dreamland, ou vraiment ça te manquait quand tu faisais ce one-shot? Comme là c'était un défi vraiment et que c'était dans l'urgence, il m'aurait dit t'as 6 mois, j'aurais dit laisse tomber, j'ai pas envie, tu vois, parce que j'aurais dit oui il y a 6 mois, j'aurais été dans le rush de Dreamland et à bout de 15 jours j'aurais dit laisse tomber parce que c'est ce qui se passe maintenant. Et grâce à ma femme, elle me borde et elle me dit n'accepte pas des trucs que tu vas regretter quand il faudra les faire. Parce que je te connais, tu vas faire que du Dreamland. Et donc maintenant, Dreamland, c'est pour ça que je suis pas lassé, c'est un plaisir. Donc je fais gaffe à quand j'accepte des petits projets de coups, des trucs, des choses que je dois faire. Quand on me le propose, je le fais dans l'heure ou dans les 2 jours.
Parce que sinon, si je laisse en stand-by, je vais trop avoir envie de raconter le chapitre 213 de Dreamland et tout. Et là, tu dis, ah ouais, merde, je me suis engagé il y a 6 mois. Putain, il faut que je fasse cette illu. Et là, je suis en PLS. Parce que tu t'es engagé, il faut honorer. T'as plus envie. Donc maintenant, voilà, j'ai appris à me connaître. Si je dis oui, je le fais de suite. Sinon, si je sens que oui, c'est bien, mais je vais pas le faire de suite, elle me dit non, refuse. Refuse parce que voilà. Et ben, on va parler du coup de la nouvelle qui a fait trembler tout Montpellier, je pense. La place de la Comédie, tout le monde est allé dessus, ils ont crié. L'animé a été annoncé. T'as dû être dans un état de surexcitation extrême. T'as joué quel rôle dedans du coup? C'était un gros soulagement parce que ça fait 1 an et demi que c'est secret, que je mens à tout le monde parce que j'ai des questions sur l'animé tous les jours. Et je dis mais vous êtes des ouf, mais jamais personne voudra investir autant d'argent, vous lisez Dreamland, c'est impossible à être fait. Alors que toi tu sais que c'est en train d'être calé. Donc tu dis, mais en fait c'est pas que j'aime mentir aux gens, c'est que tu sais comme je suis un gros troll, c'est qu'en fait j'imaginais la surprise des gens, de se dire la veille il dit c'est pas possible, et là d'un coup, hein quoi, tu vois, parce qu'il n'y a rien qui a fuité, c'est ça. Mon stress c'était qu'il y ait un leak, tu vois, donc j'avais plus hâte qu'on le révèle et que ça soit qu'il n'y ait pas de leak justement, et pour que les gens se disent mais attends quoi, qu'est-ce qui se passe, et donc c'était ça. Donc après moi mon rôle il est grâce à la chouette compagnie et ADN qui ont décidé de faire Dreamland. Et s'ils ont fait Dreamland, c'est parce que justement quand tu dis vous voulez adapter Dreamland, vous savez ce que c'est Dreamland, et ADN et la chouette c'est oui, on l'adapte parce qu'on sait que c'est Dreamland et qu'on veut toucher un public différent de la jeunesse et on va y aller sans censure. Et donc du coup, je fais partie intégrante du processus grâce à eux, parce que c'est grâce à la chouette et ADN qui me laisse une place. Parce que normalement, l'auteur, tu as un droit de regard, mais droit de regard, ça veut tout et rien dire, tu vois, parce que en fait, quand tu vas arriver et que tu vas dire, parce qu'il faut savoir que faire un animé, ça coûte des millions et des millions d'euros, parce que c'est des quarantaines de personnes salariées pendant 2 ans qui travaillent, c'est pas juste un petit mec avec une feuille et un crayon, que tu payes 10 000, 15 000 euros, et qui peut te faire voyager, qui peut te faire une histoire de pirate et tout, rien qu'avec sa tête et ses mains. L'animé, il faut des équipes, le son, tu vois, et donc c'est des gens salariés, et on part sur des millions, c'est entre 4 et 6 millions d'euros la production d'une saison, tout animé confondu, tu vois. Donc pour que tu aies une boîte qui a envie d'investir là-dedans, c'est qu'elle soit motivée. Et donc souvent quand tu as l'auteur qui dit je suis pas fan de cette scène, ils vont dire mais Renaud c'est déjà calé, c'est déjà parti, tu vois, tu peux pas arriver et dire faut changer ça. Sauf que là avec la chouette et ADN, on va te mettre au moment où tu pourras intervenir, assez tôt pour pas changer au dernier moment. Et donc ouais, je vais vraiment faire partie du tout le process des épisodes, et c'est très 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 bien, c'est vraiment bien. Et pour Dreamland, tu mets quand même beaucoup de toi dedans, il y a beaucoup de délire, clairement. Et moi, ce qui me fait un peu peur, c'est qu'il y a peut-être un peu de censure dans l'animé. Je pense notamment à... Tu aimes beaucoup parler d'excréments. Dans Dreamland, il y a une scène avec Terrence qui fait... on va le dire, qui fait caca dans un sac. Ouais. Voilà, entre autres. Est-ce que c'est des trucs qu'on va pouvoir retrouver, ou ce genre de délire, ça va plus être un peu cut ou... Il n'y a rien il n'y aura pas de censure sur Dreamland. L'audiovisuel est un autre média, c'est une adaptation, même sur une œuvre qui n'a rien à censurer, tu adaptes des choses parce que c'est pas le même message, c'est pas des feuilles que tu tournes, c'est des minutes et tout. Donc non, c'est... disons qu'il y aura ça va s'arrêter là où la loi l'exige, tu vois. Ils vont pas faire des trucs où tu es interdit, sinon tu n'es pas diffusable. Mais sinon, tous les sujets, tous les trucs que je traite dans Dreamland, c'est Dreamland. Si Terrence il fait caca dans un sac, c'est pas que je suis scatophile à fond. C'est qu'en fait, je voulais raconter, quand tu es en soirée de ouf, de chez ouf, que tu as bu, bon, désolé, ça va partir là-dessus, c'est toi qui as voulu. Que tu as le caca qui arrive au cul et que les chiottes, elles sont prises. Tu sais, quand tu as les muscles des fesses qui vibrent comme ça, que tu fais, je peux plus me retenir, et que tu fais, oh, sors. Et que tu alcool de l'alcool, tu vois, et que le mec, il va se chier dessus. Et quand tu as les sacs des filles qui, à l'époque, étaient bien grands, tu vois, c'était des tentes. Et des fois, quand tu peux pas, tu vois. Donc c'est rigolo, parce qu'en fait, les gens, c'est hardcore, parce que ça reste de l'exagération. On est dans une manga, dans une BD. Mais ça parle aux gens, d'en dire, ben oui, combien de fois j'ai failli, et heureusement que je suis allé dans le buisson, heureusement que la personne est sortie, tu vois, et vite, tu vois. Et donc ça, en soi, c'est pas censure, il n'y a pas de censure, c'est Dreamland, c'est Terrence. Donc ça y sera potentiellement, on n'a pas encore travaillé cette scène, puisque c'est pas dans cette saison. Mais disons qu'après,
les scénaristes, c'est à eux de raconter la scène intelligemment, en disant ben, on va pas faire un gros plan sur l'anus de Terence qui coule le bronze, tu vois. Ça peut être Mais de l'art, hein. c'est pour ça que je dis même la première fois de Terence sera là. Mais c'est justement bien si ces mecs sont bons et arrivent avec une façon super poétique, parce que là on parle d'image et de couleurs et de musique. J'imagine la première fois de Terence et Lydia, elle va être super importante et je vais être trop fier de. Parce que je fais confiance aux équipes, mais à 1000%. On va rendre une première fois en animé hyper belle, tu vois. Comme toi, quand tu l'as lu, tu as vu que c'est touchant et tout. Alors là, il faudra se dire qu'il y aura la couleur, la musique, les éclairages. J'ai hâte. Et voilà, et c'est ça. Et c'est pas montrer dessin pour dessin, tu vois. Tu verras peut-être aucune partie qui permettra d'être censurée, mais au moins la scène, elle n'a pas été censurée. C'est ça que je veux dire, c'est. Oui, si vous croyez que vous allez voir peut-être des vomis, des gros seins en gros plan, si c'est juste pour montrer, ah, en fait, on fait du trash pour du trash, non. Mais il n'y a aucune scène qui sera censurée si elle est racontée intelligemment, tu vois. Donc, no stress avec ça. Bah, pas de stress, mais comme je disais tout à l'heure, t'es excité comme une puce hein, à l'idée de la sortie de l'animé. Mais est-ce que c'est pas un peu effrayant aussi de se dire que tu vas avoir encore plus d'exposition? On parlait tout à l'heure du fait qu'un manga, dès qu'il a son animé, les gens achètent encore plus derrière. Est-ce que c'est pas un peu terrifiant de te dire que tu vas peut-être avoir encore plus de public? Et malheureusement, la toxicité des réseaux sociaux, tout de suite on va comparer, ah Savane c'est comme Zoro, ah il a fait ça comme Bidule, il s'est inspiré de ça, ah, il a copié ça. Et forcément des gens un peu débiles, hein, disons-le clairement, vous êtes complètement débiles à dire ce genre de choses. T'as pas un peu peur de la réaction du grand public, le vrai grand public? Non, parce qu'en fait, je me fais défoncer depuis les débuts, même si l'exposition elle est moindre. T'as toujours, en fait, c'est quand tu as 100 personnes qui me connaissent, t'en as 5 qui t'aiment pas. Mais c'est sûr que du coup, le ratio c'est le même. Mais quand tu vas avoir 1 million, ben, tu vois, bon là je vais pas faire le calcul, mais ça va être 5000, 100 000 personnes qui t'aiment pas, donc forcément, tu les vois plus. Mais en fait, moi je me suis toujours préservé de ça, parce que c'est vrai que Dribblant n'a jamais été encensé de suite. Ça a toujours clivé. Tu vois, il y a toujours eu des détracteurs pour rien, qui n'avaient pas lu, les gars critiquaient. Donc je me suis blindé très très rapidement. Parce que comme je t'ai dit, moi je suis chez moi, je dessine, je fais ce que j'aime. On ne peut pas être aimé par tout le monde. Le but c'est que je sois aimé par assez de gens qui me permettent d'en vivre. C'est génial, c'est grâce au nombre de lecteurs que j'ai, et ben, ça remplit mon frigo et ça paie mon loyer. Je ne cherche pas à avoir des millions, tant que moi je vis et je mets à l'abri du besoin ma famille, c'est tout. Tu vois, je suis pas quelqu'un qui veut plus pour plus. Là, tu as raison, ça va être surexposé. Donc évidemment, tant mieux, ça va vendre. Bon, ben, c'est cool, je vais pas cracher non plus. Moi, je suis pas quelqu'un qui cherche à gagner plus, mais si tu me donnes de l'argent, je vais pas dire non. Voilà. Ou en tout cas, je le dis oui pour le donner à d'autres. Mais donc non, au contraire, évidemment que tu as raison. Il va y avoir surtout la communauté animée est plus toxique que le manga, tu vois, il y a un peu de tout. Puis après, ça dépend sur quel réseau tu vas. Donc du coup, honnêtement, j'ai même pas à me dire, tiens, ne va pas voir, je le fais déjà, de pas trop regarder les avis, donc je laisserai faire. Puis en fait, il va y avoir tellement de taf, tu vois, c'est pas comme si d'un coup, quand tu vas voir les avis, quand tu es sur Internet, quand tu vois comme c'est chronophage, ça te fait pas bosser, hein. On est tous pas en train de bosser quand on regarde les réseaux sociaux. Et donc moi, ça tombe bien, j'ai des journées de 38 heures, tu vois, donc... si je suis en train de regarder tous les avis négatifs, c'est que je suis en train de rien glander. Et c'est pas normal, tu vois, donc ça m'apprendra. Mais tu vois, tu es en train de rien glander, mais au lieu de regarder, si par exemple j'ai une journée de pause, qu'est-ce que j'ai regardé les réseaux sociaux? Va jouer avec ton fils dans le jardin. Tu vois, donc ça sera, si moi si je prends les avis, c'est que j'ai pas à être là, tu vois. Moi je suis juste l'auteur, je raconte, c'est tout, tu vois. Donc les gens qui aiment pas et qui veulent me critiquer, qui trouvent telle référence, j'ai pas à légitimer mes trucs, tu vois. J'ai rien à prouver aux autres en fait. C'est ce que je dis souvent aux jeunes qui disent ah je veux réussir parce que je veux prouver ça. C'est prouve-toi tes trucs à toi-même en fait. Et puis voilà. On va finir avec une dernière petite question. On a parlé de l'animé, de l'artbook, mais faut savoir que le manga est entré dans sa seconde partie. Et Dreamland, c'est quand même 16 années de publication aujourd'hui, en 2022. Il a grandi en même temps que toi. Tu as démarré du coup cette seconde partie. Est-ce qu'on peut s'attendre à un step-up autant dans ton style que dans l'histoire, que dans l'évolution des personnages? Parce que comme on a fini sur un magnifique arc, la première partie, c'était quand même assez dingue. Qu'est-ce qui nous attend en fait pour cette deuxième partie? C'est une bonne question. Il va y avoir la seconde partie. Vraiment la première partie, je l'avais écrite en introduction. Je voulais montrer mon univers. C'est pour ça qu'elle peut être dure à digérer, que Dreamland, je ne le raconte pas différemment. Ma première partie, c'était
je vais vous présenter tous les persos de la série. C'est pour ça que tu as énormément de personnages. Donc en fait, c'était vraiment ma façon de dire, je vais montrer tout, je montre tous les acteurs, et maintenant que l'intro est faite, l'intro 19 tomes, ça va tranquille, et bien là on va partir sur les vrais bails, les trucs. Tu vois, mes héros étaient plus spectateurs qu'acteurs dans la première partie, souvent. Lucky Star, quand tu regardes, c'est pour ça que ça me fait rire quand on dit Dreamland c'est un shonen, tu regardes Terrence sur 5000 pages, ici il se bat à 40 pages, c'est le grand max. Et un héros de shonen, 40 pages sur 5000, c'est impossible. Mais ils étaient spectateurs, je voulais qu'ils soient comme le lecteur, dire waouh, il y a un univers de malade, il y a beaucoup d'infos, qu'est-ce qui se passe là maintenant qu'ils ont compris, qu'ils ont grandi, qu'ils ont évolué, comme tu dis, la fin du 19. Je vais vraiment pas ménager le lecteur, le petit Kokoro du lecteur va pas être ménagé parce que va y avoir des. Sans spoiler, mais il y a des persos qui vont canner. Mais... Et comme je suis pas japonais, justement, je vais pas hésiter à tuer des gens que tu fais. Ah, mais ok, d'accord. Donc attention, vous êtes pas prêts. Bon, parce qu'en fait, voilà. Adieu. Clairement, on n'est pas prêts, ouais. Tant que. Non, je vais pas dire. Parce que sinon, tu vas peut-être hocher la tête. Je veux rien savoir. On va dire que je vais pas faire ça pour se prendre le lecteur, mais voilà, je suis pas japonais. Il n'y a pas des héros intouchables. Voilà. C'est que s'il y a une mort, elle est légitime. Mais attention, voilà, la seconde partie, c'est comme je dis, on est dans les vrais bails, on rigole plus. Il y aura toujours cette ambiance détente, hein, avec Dreamland, j'oublie pas le fun que c'est. Mais ouais, la seconde partie, comme tu dis, ça va envoyer du lourd. Savane qui va être fait en direct, ce gros BG. Mais j'aime beaucoup Terrence aussi. Lydia aussi, je suis très très fan. Je les aime tous. Tous les personnages sont incroyables. Si vous n'avez pas lu Dreamland, vraiment, n'hésitez pas. C'est chez Pika. En plus, il vous l'a dit pendant l'interview, il y a des tomes qui font 350 pages et qui sont à moins de 10 €. Mais qu'est-ce que vous attendez? Vraiment, c'est le manga français qu'il faut suivre, d'autant plus avec l'animé qui arrive. Et regardez la dextérité du maître. C'est quand même quelque chose. Les traits, oh là là. C'est incroyable comment tu mets cette petite pression pour que ce soit un peu plus gros, un peu plus épais. C'est complètement fou. Mais tu vois, c'est très fluide. Quand tu fais des dédicaces, souvent tu attaques au crayon. Ah oui, pardon. Quand tu fais des dédicaces, et que c'est normal, beaucoup d'auteurs font un crayonné et tout, quand tu fais 50 dessins, c'est un crayon, ça tétanise le poignet parce qu'il faut forcer. Et moi, j'ai fait ça à mes débuts. Et je sentais que physiquement, ça ne pourrait pas suivre. Et quand tu prends ça, tu as vu, il glisse. Donc, tu n'as aucune résistance sur le poignet. Et en fait, tu peux enchaîner 400 dessins par jour. Tu as pas mal au poignet le soir. Donc, j'ai découvert cet outil et grand bien m'en a fait parce que du coup, c'est devenu mon style en dédi. Et tout le monde est content. La dédicace va très vite. Ça donne un petit côté calligraphie un peu exceptionnel que les gens aiment bien. Et moi, en plus, ça me permet d'aller vite et de préserver mon poignet. Voilà. Donc, je mets pour le Neketsu Show. En 10 secondes chrono, il a fait ça. C'est quand même assez ouf. F-E-2-K. E-T-S-U. Et chaud comme un chaud. En bas, c'est bon? Ouais, en bas, c'est bon, parfait. Voilà, tu vois. Incroyable. Merci beaucoup, Renaud. Si, c'est moi, merci à vous. On peut l'applaudir. Là, clairement, c'est assez zinzin. Et non mais regardez-moi ce BG de Savane, c'est le meilleur. Si vous le connaissez pas, lisez Dreamland, clairement, ça va être votre préféré. Merci beaucoup Renaud. C'est moi, merci, vraiment bonne team. J'ai recherché, j'ai pas regardé les documentations. Alors oui, pour tout, du coup, pareil pour les Merci beaucoup.